Je m'appelle Henri Hawkins Kedimo. Je suis arrivé en Belgique il y a plus de 40 ans. Je suis arrivé en 60 comme étudiant. Enfin, avant, je suis venu ici en 58. Donc ça, c'était pour l'exposition. Et puis je suis rentré. Je suis revenu en 60. Et j'étais dans une famille d'accueil, disons une famille qui m'avait adopté depuis le Congo. En fait, la famille, j'ai connu un membre de la famille qui était mon professeur à Lubumbashi. Oui. Et de Lubumbashi, nous sommes trouvés à Kinshasa. À Kinshasa, bon, au moment où ça allait très mal, il y avait des troubles en 60. Alors, il a écrit à ses parents ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Alors, nous sommes venus ensemble jusqu'à Nivelles. Et puis, je me suis fait inscrire à l'école sociale du côté d'Ixé, là-bas, de la rue de l'Abbaye. J'ai fait mes études là, j'ai terminé l'école sociale et puis je suis allé à ULB. J'ai fait 2 ans de licence. Je n'ai pas pu terminer parce que je n'avais pas de bourse. J'étais obligé de travailler parce que je me suis marié entre-temps, j'ai eu un enfant. Bon, il fallait travailler. Avant que je travaille, pendant que j'étais étudiant, j'ai eu l'occasion de faire connaissance de votre papa, Monsieur Rombari, que je connais très bien. J'ai connu les Mayunga, les Asaka, voilà, tous ceux qui étaient ici comme joueurs de football. Quand je suis arrivé en 60, ils étaient déjà là. On n'était pas nombreux. Ici à Bruxelles, au moins, il y en avait, bon, je viens de citer notamment votre papa, les Mayunga, la curiosité. Parfois, ça était même malsain parce qu'on devait nous toucher comme si on était des bêtes, voir si nos cheveux ressemblaient aux cheveux des gens. Bon, enfin, on a dû, parfois on rigolait, parfois on ne rigolait pas, parce qu'on n'était pas gay non plus, hein. On était abandonnés à nous-mêmes ici. Sauf vos parents qui étaient mariés, bon, ça allait, ils avaient leur famille, mais nous qui n'avons pas de famille, quand j'ai quitté Nivelles, bon, ici je devais avoir une petite chambre d'étudiants, me débrouiller pour pouvoir manger, sauf le week-end, j'ai rentré à Nivelles. Dans ma famille belge, il n'y avait pas de problème, mais les voisins, chaque fois je mettais mon nez dehors, tout le monde était à la fenêtre. Le premier jour, je suis allé me faire couper les cheveux, alors là, c'était... ça me fait rappeler beaucoup de choses. Les salons de coiffure étaient pleins de blancs. Ils sont venus voir. Alors, ils sont venus nombreux s'asseoir pour voir comment. Et alors, j'ai ramassé mes cheveux pour. Au cours, ça se passait comment avec les jeunes Belges? Je suppose qu'il n'y avait pas beaucoup de Congolais, non? Non. On était. Dans ma classe, nous étions. On était 4 ou 5, je crois. 4 ou 5. Bon, les Belges et les autochtones, il y en avait, je crois, une dizaine. On n'était pas nombreux. Je ne me souviens pas avoir eu de problème avec des étudiantes. Non, ça allait. Oui, on allait étudier ensemble, on a beaucoup voyagé ensemble, on a fait Paris, on a fait l'Allemagne, la Hollande. Vous étiez invité par eux? Non, on partait dans les vacances avec les étudiants, quoi. On cotisait pour on aller en bande, en car. On a été même dans des mines, voir comment on extrait les charbons dans les limbours là-bas. Ça a été. Avec les étudiants, je me souviens pas. Ça va, ça allait. Il y avait ce qui était très sévère, évidemment, pour voir comment les Noirs... Sévère avec les Noirs. Les Noirs, oui, pour voir comment ils appréhendent les matières et tout ça. Je suis arrivé un dimanche, parce qu'on est parti le samedi soir d'Indjili. Je suis arrivé un dimanche. Et quelle période? Il faisait beau? Il faisait très beau, c'était en été. Il faisait très beau. C'est la chose qui m'a choqué, plutôt qui m'a... J'étais curieux, c'est que j'avais ma montre. La montre indiquait bien l'heure. Mais en été, ici, l'heure est... Jusqu'à tard, 21h, il faisait clair. Alors j'ai reculé tout le temps ma montre. Il dit la montre elle avance. J'ai reculé tout le temps ma montre. Ça, je n'oublierai jamais. Et puis après, quand nous sommes arrivés, on est venu chercher un des membres de la famille qui est venu nous chercher habiter la rue Gabriel à Uccle. C'est un médecin.
Il est venu nous chercher à l'aéroport. Nous sommes rentrés chez lui. C'est alors que je regarde l'heure. Il était déjà 23 heures. Et moi, j'avais reculé ma montre, voyant que ma montre avançait. C'est la chose qui m'a un peu surpris. Moi, il est 21h, il était 22h, mais il y avait un coup de soleil. Ça, c'est le premier contact avec l'Europe. Est-ce que vous pouviez expliquer, avant que vous arriviez ici la première fois, quelles étaient les idées que vous aviez de la Belgique, des Belges, de la façon de vivre ici? Pour moi, les Belges ne faisaient pas un travail manuel, parce qu'au Congo, on ne voyait que des Noirs qui faisaient le travail manuel. Et ils étaient là pour commander. Ça, c'est le premier a priori. Deuxième a priori, pour moi, ici, ils ne pouvaient pas avoir des petites maisons, tout était grand. Tu voyais tout ici devait être grand et bien. Parce que là-bas, ils avaient des grandes maisons. Voilà, exactement. Et je ne pouvais pas m'imaginer voir un blanc assis, même le sol. Ce n'était pas dans ma tête. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu des gens dormir, des clochards. J'étais choqué, moi, c'est pas possible. J'ai vu les blancs nettoyer la rue. J'étais étonné de voir que les Belges travaillaient aussi comme tout le monde, qu'ils nettoyaient les rues comme tout le monde, qu'il y avait des maçons, des menuisiers, des charpentiers, des gens qui travaillaient dans des mines. Parce que j'étais voir les mines, comment on travaille dans les mines, je suis rentré dans les mines. Et je me suis dit, mais après tous ces gens, ils ressemblent à tout le monde, comme tout le monde, c'est comme les Noirs. Parce que pour moi, en Afrique, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un blanc pouvait nettoyer la rue. Voilà des choses qui m'ont un peu surpris en voyant dans la rue un blanc avec un balai en train de nettoyer la rue. Au niveau nourriture, par exemple, comment ça se passait, ça? J'ai découvert la semoule plus tard. Moi, je me contentais de ce qu'on me faisait. On me faisait des pommes de terre, des frites. Puis, après tout, j'en avais marre un peu, Mais je suis venu à Bruxelles parce que j'avais un copain. Et pour être chez lui, je le vois sortir un petit paquet comme ça. C'était parce qu'on vendait des paquets de semoule, des toutes petites boîtes comme ça. Eh ben, il a fait du foufou. J'ai mangé du foufou, j'étais étonné, moi, tiens. Et il m'a fait découvrir les grands magasins où on vendait les bouts de côte. Là, on donnait gratuitement les tripes. Vous allez au magasin, ils ne mangeaient pas ça. Alors, on avait ça gratuitement. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à vendre, peser, moins cher. Et puis maintenant, alors les marins, il y avait beaucoup de marins qui amenaient des poissons, des pondous, des bitécou. On faisait même les marchés à Anvers. On faisait les marchés et à ce moment, la police est venue intervenir parce que il y a eu des trafics d'autres choses par rapport à l'alimentation. Oui, parce que bon, moi j'ai entendu mes parents qui disaient que bon, ils allaient faire des courses, ils voyaient des légumes qui ressemblaient à ce qu'il y avait là-bas, ils essayaient et c'était pas C'est bon. comme les endives et tout ça. Voilà, Bon, on essaie de... Il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes et puis ils venaient, ils allaient au magasin, comme ils ne connaissaient pas les noms, ils disaient je veux ci, je veux ça, je veux Exactement. ça. Et en fait, c'était pas bon parce que... Au début, comme on n'était pas nombreux, donc il y avait un point de chute, c'était les Congoliens. Congoliens, c'était un café qui était ouvert toute la journée, à Anderlecht, à la place du marché là. C'était Moussa Kamus qui avait Congolien. Donc on s'est trouvé là-bas. Tout Congolais, surtout tous les Congolais de Bruxelles, à cette époque, on était là. On buvait ceux qui buvaient la bière, ils buvaient ceux qui buvaient des limonades. Et il y avait la musique? Il y avait la musique congolaise évidemment. Mais c'était dans le jukebox. Je ne sais pas si vous avez connu le jukebox. Vous mettez des pièces, vous poussez sur les boutons, vous avez la musique. Donc, et après, bon, le plus âgé allait au Baninga le soir. Baninga s'ouvrait vers cette heure ici, jusqu'au petit matin. Et là, ils allaient pour danser. C'était une espèce de dancing. C'était pas grand, c'était un peu plus grand qu'ici, mais avec un petit comptoir. C'était le vieux Sébastien qui était là, qui était le patron, et à côté, il y avait les Anges Noirs.
Ça, c'est dans les années... Baninga était là depuis bien avant l'indépendance. Hein. Mais c'était un autre Sébastien qui était là, qui a été tué à l'indépendance par des mercenaires. Ils l'ont noyé dans le canal. Et puis, Vieux Sébastien a repris ça. Et ça a continué. À côté, il y avait les Anges Noirs, mais les Anges Noirs, pour entrer dedans, ce n'était pas pour nous là. Hein. Il fallait être en costume, accompagné d'une dame. Bon. C'est quoi, c'était tenu par des Africains? Oui, c'était un Sénégalais, Fonseca, qui a fait des disques ici. D'ailleurs, il y a de ces disques qui se vendent dans des magasins maintenant. Il est mort au Congo d'ailleurs. Et les gens, les Congolais qui étaient là avant, c'était des gens à peu près du même âge où il y avait... C'était des gens de l'âge de ton papa. Tous à peu près. Oui, à peu près, parce que c'était tous ils étaient jeunes, des joueurs de football. Il y avait, bon, les Kalunda étaient là, Julien. Moua est venu bien après. Il y avait Raoul Loringa qui est mort aussi. Mayunga, Max Mayunga. Asaka. Troué qui était à Gand. Troué, lui, il était à Gand. Bon, il venait rarement. Lui, il était à Gand. Il y avait des gens mariés. Hein. Il y avait des gens mariés tels que le Kengo, l'ancien Premier ministre. Ils étaient déjà mariés avec des enfants. Ils avaient des ménages. Il y avait Kengo, il y avait Jean-Marie Kikangala. C'est ce que je connais. Hein. Les autres, il y en avait d'autres que je ne connaissais pas. Il y avait Jean-Marie Kikangala. Il y avait... dans les étudiants, ils étaient déjà mariés. Et nous autres qui étions des célibataires. Toutes ces personnes, est-ce que maintenant vous les voyez encore? Oh, il n'y a pas beaucoup, il n'y a plus beaucoup. Hein. Les gens qui sont restés ici, bon, je me répète toujours, il y a votre papa, bon, il y a Camille Toya, lui qui était à Liège, lui était à Liège, je n'étais même pas ici. Il y a Senghor qui est à Lille. Quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui sont décédés. Oui, il y a beaucoup qui sont décédés. Il y en a d'autres qui sont rentrés au pays, oui. Et ceux qui sont rentrés, pourquoi ils sont rentrés en fait? Mais je crois qu'il y en a qui en ont eu marre, je ne sais pas, ils avaient marre du pays, ils sont rentrés. Je ne sais pas pour quelle raison. Il y en a qui ont eu difficile peut-être, ils ne savaient plus nouer les débuts, il fallait rentrer, ils sont rentrés. Il y avait des problèmes de papier? Ah oui, là c'était encore pire. Les problèmes de papier, c'était même, vous êtes dans les cafés, la police rentre tout le monde au mur, mais au mur, papier. Vous n'avez pas de papier, on vous ramasse, panier à salade, le lendemain vous êtes dans l'avion. Hein. Ah, oui. C'est comme ça. Il y avait un monsieur qui était là, aux affaires étrangères, là. Non, à la sûreté. Comment ça s'appelle, Lambert. Lui, il nous a fait voir. Hein. C'était un ancien administrateur du Congo. Alors, il connaissait tous les Congolais. Vous parlez en Swahili, il comprend. Vous parlez en Lingala, il comprend. Alors, parfois, c'est lui-même qui débarquait dans les quartiers. Et quoi, c'est quelqu'un qui avait des remords? Ah, lui, franchement, il s'est vengé. Lui, il s'est vengé. Surtout quand il s'agissait des Congolais. Les autres, ils connaissaient, mais les Congolais, on ramasse avion. Et à partir de quand est-ce que d'autres Congolais ont commencé à arriver en Belgique? Je crois que dans les années 63-64, il y a eu une vague d'étudiants qui sont venus ici. Beaucoup de monde, à travers la Belgique, toute la Belgique d'ailleurs. Et des petits-enfants. Il y avait beaucoup d'enfants dont les parents emmenaient dans des internats. Il y a eu beaucoup de jeunes enfants, même d'autres qui ont été même abandonnés par leurs parents. Et ils se retrouvaient où? Ils ont été dans des familles de Belges et qui sont venus. J'en connais quelques-uns que les Belges ont adoptés. Et quoi, les parents sont rentrés? Les parents sont non seulement ils sont rentrés, ils ont oublié les enfants. Ils ont coupé court puis des relations. Il y a eu beaucoup d'enfants comme ça abandonnés ici. Et quelles étaient les relations avec les nouveaux arrivants? Mais c'est ainsi que nous avons commencé à constituer la communauté congolaise. Ceux-là étaient plus jeunes. Il y avait, oui, des plus jeunes, de
Comme ça, il y a eu même des grandes personnes qui venaient faire des stages, qui venaient ici envoyées par l'administration pour faire des stages. Et il y en a qui sont restés même après les stages, qui sont restés. Et avec les enfants, la colonie congolaise est devenue, a commencé à se développer. C'est comme ça que Matongue a vu les jours. Avant Matongue, il y avait le quartier du centre-ville. Oui, mais là, c'était la nuit. Il y avait les Wangata et Matiti. Mais la journée, la vie ne se passait pas dans les centres-villes. La journée s'est passée pratiquement ici à la Pont-Nami. Vous voyez là, on a construit les grands buildings à côté des Quick. Oui. Il y avait un grand café là, qui s'appelait l'Horloge. Et c'est le seul café où on acceptait les Noirs sans problème. Ah, c'était un bon café de blanc. Vous arrivez, il y a des journaux, vous lisez les journaux. Mais il y avait Manu Dibango qui jouait du piano là. Là, on acceptait les Noirs, on nous acceptait sans problème. Ailleurs, ce n'était pas facile. On laisse passer. 2, 3, on vous prie, monsieur. Là, on sait quand on est poli. Quand on n'est pas poli, c'est à la porte. Où est-ce que vous allez? Vous êtes privé ici. Pardon. Alors, c'est comme ça qu'on allait dans ces cafés, l'Horloge. Et comme les Baninga étaient à côté, la rue Sassa, on sortait de là, on a le Baninga. Et au fur et à mesure. Et puis, on a créé une équipe de football. Il y avait l'OCD. L'OCD, c'est l'Office de coopération au développement, qui est devenu maintenant, je ne sais pas comment on appelle, qui donnait des bourses. Et nous avons créé une équipe de football qui a été agréée par l'OCD. On nous donnait de l'argent. Chaque semaine, on allait jouer. Il y avait un car qui nous prenait. On allait jouer dans des patelins de flamands ou wallons, avec des équipes amateurs. Et comme ça, on a commencé à constituer une... Avec des équipes de Belges, oui. Je contre les Belges. Ça se passait bien. On allait jouer même en Allemagne, en Hollande, en France. Ça se passait très bien, sans problème. Évidemment, il y avait toujours des bagarres dans les matchs de football, mais ça se passait bien. C'est comme ça qu'on a commencé à se concentrer sur le Matongue. Mais Matongue a vu le jour à partir de Mambo. La boîte Mambo. Et ça, c'est aux environs de quelles années? Ça, c'est dans les années 70. Quoi. Sinon, dans cette galerie, il n'y avait que des magasins de blancs. Il n'y avait pas de noirs. Alors, il y a eu, dans les années, je ne sais pas, 72, non, 74, 75, il y a eu Jean Loubanda, avec ses beaux-parents, le Médard. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ils sont des métis. Et lui, il avait épousé une des sœurs. Et le père, qui avait fui Kisangani, parce qu'il y a eu des troubles à Kisangani, il est venu, bon, il avait ses enfants, il ne savait pas quoi en faire. Il a fait un magasin de pagnes. Mais le magasin ne marchait pas. Ils ont reconverti le magasin en un petit café. Et on l'a appelé Matongue. Et c'est comme ça qu'il est nommé Matongue parti. Et les pagnes ne marchaient pas, comment ça se fait? Les femmes s'habillaient comment alors? Ah, mais à ce moment-là, c'était des jeunes femmes comme vous autres. Elles étaient toutes en robe. Les pagnes, ça commençait par les mamans, les femmes mariées, qui, comme elles n'étaient pas nombreux, bon, les pagnes n'étaient pas tellement... Mais après, ça a pris une ampleur terrible. Tous les Matongue étaient devenus les magasins des pagnes. Il y avait même des dames qui venaient du Congo avec des mâles pour acheter des pagnes et aller vendre au Congo. Les Belges adoraient voir, surtout quand il y avait du soleil, voir une femme africaine habillée en africaine. Ils aimaient bien ça. Et les Blancs venaient dans le quartier quand ça a commencé à prendre de l'ampleur? Oui, ils ont commencé, ils venaient le soir au Mambo. Ils venaient voir les gens qui dansent petit à petit. Même du temps de Baninga, parce qu'il y avait les Anges Noirs qui étaient là, c'était pratiquement la boîte où il y avait beaucoup d'Antillais qui venaient de France, des Sénégalais qui étaient déjà bien avant ici, dans les années 50 et tout ça. Donc les Blancs venaient seulement
aux Anges Noirs. Quelques Blancs qui venaient danser aux Anges Noirs. Mais quand le mambo a pris son ampleur, là, ils ont commencé à venir dans tous les Matongé. Et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir des amitiés avec les Blancs? Exactement. Ils ont commencé à nous fréquenter. Et nous avons commencé à les fréquenter. On a échangé d'amitié. Les Sénégalais des Antilles, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. C'était quelques-uns comme ça, bon, qui se prenaient. Ils étaient déjà des adaptés. Et ils avaient des relations avec des Blancs. Bon, ils nous prenaient un peu nous, on était des sauvages qui venaient d'arriver. Bon, on vient de l'Afrique. Surtout des Antillais se prenaient pour des gens un peu supérieurs à nous. Je sais pas, bon. Mais quand ils ont côtoyé la crème des Africains, ils ont compris qu'on n'était pas ce qu'ils croyaient. Ils ont commencé à nous fréquenter. On a noué des relations avec des Antillais, des Sénégalais, des Guinéens. D'ailleurs, quand j'ai pris le mambo, c'est un Guinéen qui m'a cédé le mambo. Et au niveau travail, comment ça s'est passé? Il y a des gens qui ont commencé à travailler ici? Ça, c'était difficile. Pour travailler, c'était difficile. Faire des stages, oui, ou bien pendant des vacances, vous allez travailler. Mais vous donner un permis de travail, les gens qui avaient la chance de travailler, c'était, encore une fois, votre papa, les gens qui jouent au football, ou bien il y en a qui étaient venus ici dans des sociétés belgo-congolaises, bon, qu'on avait envoyé ici comme stagiaire, mais un étudiant comme ça, ou bien tu as terminé, trouver du travail, non, il n'était pas question. C'était très très difficile. Même un simple boulot comme ça, là, c'était pas facile. D'abord, il fallait avoir un permis de travail, et le permis de travail, quand vous êtes étudiant, on ne vous donne pas un permis de travail. Non, il y avait la débrouille, on a essayé de s'arranger avec des gens qui ont s'entraider. Il y a quelqu'un qui a un permis, bon, il ne veut pas travailler, moi je trouve du travail, mais sans son permis, je vais bosser pendant 3-4 mois, évidemment, il faut... C'était comme ça. Comment et quand ont commencé les associations, toutes les organisations africaines qu'on connaît aujourd'hui? En fait, au début, comme association pour les étudiants, puis particulièrement les étudiants congolais, il y avait que l'UGEC. L'UGEC était l'Union générale des étudiants congolais. Il n'y avait que les étudiants qui avaient cette association. Et puis, après l'UGEC, enfin l'UGEC a été dissous au moment où Mobutu a pris le pouvoir. Il a créé avant Sévère, et puis comment est-ce que son parti politique, je ne sais pas comment ça s'appelait là. Mais après, c'est après au moment où il y a eu justement Mobutu a pris le pouvoir, c'est au moment où on a vu des associations commencer à sortir. Bon, il y a eu les Anamongo, il y a eu des Kassayennes, il y a eu plusieurs associations. Mais il n'y a pas longtemps que ça a commencé. Sinon, avant, on était tous ensemble, Congolais. Bon, il y avait une manifestation, on était là, pas parce que c'était organisé, non, parce qu'on a invité les Congolais, tous les Congolais y allaient. C'est tout, il n'y avait pas d'association. Les associations ont commencé, surtout les mamas. Ce sont les mamas qui ont commencé à créer des associations ici entre elles. Les hommes se sont mis aussi, et puis maintenant, bon, il y a des associations avec les femmes, les hommes, tout le monde dedans. Bon. La dernière qui a été créée, je crois, c'est le Congolais de Belgique, qui a été créé il n'y a pas longtemps. Disons que c'était une association des étudiants congolais. Les étudiants, c'était un endroit où on pouvait discuter les problèmes de notre pays. C'était apolitique, hein, c'était apolitique. C'est devenu politique après, au moment où le régime de Mobutu a imposé comme quoi l'UGEC devait disparaître, et qu'on créait le CVR et tout ça. Alors c'était devenu politique. Mais avant, ce n'était pas politique, c'était un mouvement pour les étudiants, discuter les problèmes du pays et l'organisation des études, tout ça. Sinon, ce n'était pas politique.
Vous qui étiez un petit peu isolé ici en Belgique, là, tous les Congolais, comment ça se passait avec les familles qui étaient restées là-bas? Mes relations, c'était tout à fait pas le courrier. En ce moment-là, heureusement, les postes fonctionnaient merveilleusement bien, que ce soit au Congo ou ici. Vous envoyez une lettre, une semaine après, vous avez la réponse. Donc c'était ça. Le téléphone, c'était pas tellement facile de téléphoner parce qu'il fallait avoir les moyens et avoir le téléphone. Actuellement, le téléphone, c'est devenu un jeu. Même les enfants de 10 ans ont des téléphones. Mais à ce moment-là, quelqu'un qui avait un téléphone, c'est quelqu'un qui était bien. Et les familles là-bas n'étaient pas inquiètes oui, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient ici tout seuls, dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Exactement. Au moment, quand il y avait les grandes vacances, souvent les étudiants rentraient en vacances. Mais c'était des grandes fêtes au pays. Et comment ils arrivaient à rentrer, comment ils arrivaient à payer un ticket? Mais il y avait un curé qui était à Charleroi, qui affrétait les avions moins chers. Mais il fallait se faire inscrire dès le début de l'année, vous donner quelque chose, parce qu'au moment des grandes vacances, vous avez un billet, aller-retour, vous partez à Kinshasa. Alors ceux qui partaient, c'était des grandes fêtes. C'est en ce moment-là qu'on a parlé de boom, on faisait des booms à Kinshasa. Les parents étaient contents, ils étaient contents. Et donc après, il fallait revenir? Il fallait revenir. Je ne pense pas. On allait en vacances, bon, 2 mois après, bon, il faut rentrer, vous rentrez. Hein. Parce que vous rentrez avec l'idée de dire l'année prochaine, on revient. Et ça faisait du bien d'aller voir un peu le pays, ça faisait un peu du bien. Hein.